Julie Valin, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui déléguée territoriale de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Mais avant cela, vous étiez chercheur en sciences politiques. Et en 2021, avec le CERAPS, vous sortez une étude, une enquête qui s'appelle l'information jeunesse au quotidien. Alors, l'information jeunesse aujourd'hui, c'est environ 1200 structures dans les territoires. On était hier avec Emmanuel Mourlet en direct du premier congrès de l'info jeunesse à Paris. Alors, première question, pourquoi c'était intéressant pour vous en 2021 de vous pencher sur ces métiers de l'information jeunesse? Bonjour et merci de votre invitation. Cette étude, elle a effectivement commencé en 2021. Elle a duré à peu près 2 ans en tout et pour tout. Et en fait, c'est une idée de l'INJEP, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, que vous connaissez ici toutes et tous, hein, qui produit un ensemble de données à la fois quantitatives et des rapports, des enquêtes de terrain qualitatifs sur les politiques de jeunesse et d'éducation populaire en France. Là, j'étais en échange avec un chargé de mission, études et recherche de l'INJEP, Jordan Paris, à ce moment-là, qui avait travaillé depuis plusieurs années déjà sur la question des politiques territoriales de jeunesse. Et donc, à ce titre, il a été amené à travailler, à conduire des études sur les politiques de jeunesse à l'échelon régional, à l'échelon départemental, dans certaines communes, dans différents territoires partout en France. Et au gré de ces études, lui est apparu un acteur récurrent mais très peu documenté, qui était l'informateur ou l'informatrice jeunesse, et plus largement le réseau IJ, comme un réseau finalement qu'il croisait souvent dans les instances de politique territoriale de jeunesse, sans réussir toujours nécessairement à en déterminer les contours, ou en tout cas sans réussir à trouver de la littérature actualisée sur ce réseau. Il y avait déjà des productions qui existaient sur la genèse du réseau, sur son histoire, sur peut-être la partie la plus numérique de son travail, avec les points cyber à la fin des années 90, début des années 2000. Mais finalement, l'actualité du réseau IJ, ce que font les informateurs, informatrices jeunesse dans les points info jeunes, dans les bureaux infogènes, ce qui s'appelle maintenant les structures infogènes, et puis à d'autres échelons, hein, l'échelon régional et l'échelon national, les CRIJ et ce qui était alors l'UNIGE et qui est devenu maintenant Infogène France. Tout ça apparaissait comme très flou, et c'est de ce constat que Jordan est parti pour me solliciter et venir travailler sur l'information jeunesse. Pourquoi on a travaillé ensemble? Puisque moi, je travaillais déjà sur les politiques municipales, hein, depuis une petite dizaine d'années, en sociologie de l'action publique. Donc ça veut dire qu'on observe et on discute avec les acteurs qui fabriquent les politiques locales. Et j'avais travaillé notamment sur des questions, je commençais à travailler sur les questions de sociologie du travail ou sociologie des professions, plutôt des professionnels de l'action publique à l'échelon local. Donc c'est en dialogue ensemble d'abord, puis avec les équipes du CERAPS, donc le laboratoire lillois de sciences politiques dans lequel j'étais à ce moment-là, et évidemment avec le réseau Info Jeunes France, qu'on a défini les contours de cette étude en se disant qu'il apparaissait important de pouvoir éclaircir ce qu'était le métier d'informateur, informatrice jeunesse d'un point de vue scientifique, avec l'idée que le réseau Info Jeunes France travaillait déjà à ce moment-là sur la production à un référentiel métier, sur l'idée de faire reconnaître ce métier, cette profession, qui n'en est pas une au sens juridique du terme, mais qui en est une dans les faits. Donc il y avait ce travail-là en cours chez eux. Donc voilà, notre proposition d'étude faisait écho à ça. Et du coup, comment ça s'est mis en place? Eh bien, on a proposé de travailler sur 4 structures information jeunesse dans 2 régions différentes, une dans le nord et une dans le sud, et puis avec deux types de structures, des structures plutôt publiques, donc des points information jeunesse en mairie, municipaux, et d'autres plutôt privés, donc l'un en centre social et l'autre dans une mission locale. Et c'est là-dessus qu'est partie l'enquête, et moi j'ai passé beaucoup de temps, 2 semaines au moins, avec chacune des informateurs, informatrices jeunesse dans ces 4 structures, et c'est à force d'observer, de discuter, de réaliser des entretiens avec elles et eux, qu'on a nourri la matière, qu'on a produit la matière qui a permis de réaliser ce rapport. Et de leur point de vue, du point de vue des informateurs jeunesse, entre guillemets, avec lesquels vous avez travaillé, il y avait beaucoup de différences dans la manière dont ils percevaient leur propre métier ou leur propre mission?
Alors ça, c'est vraiment les résultats du rapport, hein. C'est de se dire que oui, ils font bien le même métier, mais que c'est pas forcément flagrant au premier coup d'œil. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé l'étude, dans les 4 structures, j'ai vu 4 manières tellement différentes de faire le métier que j'en étais moi-même pas convaincue, hein, du fait que ce soit bien le métier. Néanmoins, en passant du temps, en observant et en discutant avec elles et eux, il y a des points de convergence très forts qui apparaissent et qui font comment dire, le squelette, hein, de ce métier, ce qui est écrit aussi dans le référentiel métier et dans la charte information jeunesse. Le premier point, c'est l'accueil, hein. Tous et toutes accueillent des jeunes dans leur structure. Ils les accueillent de différentes manières. Ils les accueillent physiquement, ils les accueillent individuellement, collectivement. Et peut-être qu'il y a là-dessus quelque chose d'un peu hybride, hein, entre le modèle de l'animateur jeunesse qu'on retrouve dans les mairies, dans les centres sociaux, etc., qui a un rapport collectif aux jeunes, et l'informateur jeunesse qui vient rapporter une touche de lien plus individuel. En tout cas, quand on a le label IJ, on est outillé pour faire de l'individuel dans des cadres plus collectifs. Ça, c'est un point important. Et puis de l'accueil numérique, que ce soit parce qu'il y a un équipement numérique dans les points information jeunesse qui permet aux jeunes, et pas qu'aux jeunes d'ailleurs, d'avoir accès euh, à l'informatique et à Internet et à tout un tas de services en ligne, et aussi un accompagnement, hein, vers le numérique, mais aussi un accueil numérique, c'est-à-dire un accueil virtuel. Que ce soit par le label Promeneur du Net, hein, qui est porté par la CAF, ou simplement par voilà, l'utilisation agile des réseaux sociaux par les informateurs, informatrices jeunesse. Ce point-là de l'accueil, il est commun à toutes et tous. C'est ça, l'information jeunesse, c'est savoir accueillir des jeunes pour ensuite les orienter vers différentes euh, structures, différents partenaires en fonction des besoins. Un deuxième point, si je peux continuer dans Bien ce sûr. point commun, hein, ce qui fait que il y a bien un métier d'informateur, informatrice jeunesse, c'est que tous et toutes sont là pour rendre service de différentes manières. C'est-à-dire à la fois, euh, ils rendent service aux jeunes, bien sûr, ils les orientent vers des différents domaines, le logement, l'emploi, les loisirs, le voyage, la santé, enfin voilà, toutes les 9 thématiques sur lesquelles les informateurs et informatrices informent les jeunes, mais aussi ils rendent service à leurs collègues. Ils sont polyvalents, polyvalentes, ils viennent dans une équipe. Faire le lien entre les jeunes et les équipes, faire peut-être donner parfois un supplément d'âme à une structure qui serait prise dans une gestion très quantitative de l'accueil des jeunes. Je pense ici à, bien sûr, ce qui peut se passer dans une mission locale. Avoir un informateur ou une informatrice jeunesse dans une mission locale, c'est apporter un peu plus de travail qualitatif, un travail un peu moins décompté, un peu moins segmenté. Quelque chose qui fait plus de liens aussi. Mais c'est aussi parfois être la colonne vertébrale de son projet social, quand un projet social de centre social s'articule autour du travail d'un informateur ou d'une informatrice jeunesse. Et puis, dans une structure municipale, on a là des gens qui rendent service à la collectivité en général, hein, puisque ce sont finalement parmi les plus rares agents à faire le lien à la fois entre le terrain et la direction de projet. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois sur le terrain au plus proche de l'accueil des jeunes et des publics, des administrés, comme on dit dans une mairie, et à la fois ils peuvent être en capacité de diriger tout un projet sur un été, par exemple, voilà, et donc faire un travail plutôt de cadre. Et donc on a là des professionnels qui sont très polyvalents, polyvalents dans la largeur des thématiques qu'ils embrassent, mais aussi dans les différentes tâches qu'ils peuvent faire, hein, du plus bas du terrain jusqu'à des tâches plus stratégiques et plus voilà, de coordination de projet. Donc ça, cette polyvalence, finalement, elle peut amener à faire des tâches très différentes qui donnent l'impression que ce sont pas les mêmes métiers d'une structure à l'autre, mais finalement, c'est un point commun de tous les informateurs, informatrices jeunesse que d'être des acteurs pivots de leur structure. Et puis, dernier point qui est important dans la définition de ce métier, c'est que ce sont des acteurs qui vont dehors, qui sont, comme on dit dans les politiques sociales, dans l'allée vers. Ils vont au devant des, des administrés, des usagers de leur structure, à la fois dans le cadre du travail partenarial, hein, pour nouer des liens et créer du partenariat, mais à la fois pour aussi
travailler avec l'éducation nationale, avec d'autres acteurs de l'insertion, etc. Voilà, donc ils sont au dehors, ils vont créer du partenariat, ils vont créer des liens avec les jeunes et avec les partenaires. Bon, ça a rien de finalement de très original par rapport au travail d'animateur, animatrice jeunesse. Peut-être dans certaines structures comme les centres sociaux où je travaille aujourd'hui, ça paraît évident. Quand on est dans une mission locale, quand on est dans une mairie, c'est peut-être moins évident et les animateurs, informateurs, informatrices jeunesse peuvent faire ça. Dernier point, hein, ce qui peut paraître enfin commun, et ça c'est vraiment le fruit de notre analyse, plus que ce qui est écrit dans les textes de l'information jeunesse, c'est que les informateurs et informatrices jeunesse apparaissent, en tout cas là où on les a observés, comme des gens qui sont à un point intermédiaire de leur carrière. Une partie d'entre eux ont été emploi jeunes pour les plus anciens, ont suivi des services civiques, encadrent même des services civiques, et sont à un moment où ils sont pas encore cadres, hein, ils sont en statut d'animateur, mais peut-être qu'ils vont le devenir. Et d'ailleurs, si on regarde leur hiérarchie, si on regarde les personnes N+1, N+2 de ces gens-là, qui sont devenus des cadres des politiques de jeunesse, que ce soit dans le centre social, dans la mission locale ou dans la municipalité, eh bien ces gens-là ont occupé précédemment le poste d'informateur, informatrice jeunesse. Et donc on voit là aussi un poste, un label qui vient qualifier un poste d'animation jeunesse, le requalifier pour des trajectoires qui vont s'orienter vers des cadres des politiques territoriales de la jeunesse. Et ça, c'est aussi le fruit de notre analyse que de dire que cette polyvalence que je décrivais plus tôt, cette capacité à être en lien avec différents partenaires publics, élus, techniciens sur différentes thématiques et à jongler comme ça avec les postures, finalement, est un accélérateur ou un espace au moins de professionnalisation au métier de l'encadrement des politiques de jeunesse. Ce qui m'amène au dernier point, à la dernière question, en l'occurrence, que faut-il retenir de ce travail qui soit de nature à éclairer celles et ceux qui conçoivent ou pilotent des politiques de jeunesse sur le plan territorial? Excusez-moi. Pardon. Je vous remercie pour cette question. C'est vraiment la question qu'on s'est posée au moment de l'écriture du rapport, savoir à qui s'adresse ce rapport. Et pour nous, en tout cas, tel qu'on l'a conçu avec Jordan Paris, avec les collègues du réseau Info Jeunes France et avec les collègues du CERAPS, c'est de se dire que ce rapport, il s'adresse aux décideurs locaux, aux décideurs municipaux, aux responsables d'associations qui voudraient utiliser le label Info Jeunes dans leur structure, à la fois en leur présentant la variété des possibilités, la plasticité de ce mandat en fait, hein. C'est un mandat plastique qui est adaptable à différents types de structures. Ça, c'est le gros avantage du label IJ, c'est qu'il est suffisamment large pour qu'il puisse s'adapter à différents contextes et venir apporter tout ce que je disais, hein, des choses différentes en fonction des besoins, mais aussi les mettre en garde contre les effets pervers de cette plasticité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est polyvalent qu'on doit être bouche-trou. Et c'est un peu ça le message du rapport, c'est de se dire que la polyvalence est une richesse. La polyvalence est une richesse parce que on a finalement assez peu de postes dans une mairie, par exemple, qui permettent autant de polyvalence entre les aspects terrain et les aspects bureaux, entre la jeunesse et d'autres, faire le lien avec d'autres secteurs d'intervention. Jeunesse et politique de la ville, jeunesse et culture, jeunesse et démocratie locale, jeunesse et logement, etc. Vous voyez tous les ponts qu'on peut faire quand on est en information jeunesse. Donc ça, c'est une richesse. Pour autant, il faut pas venir faire le travail des autres à leur place. Il faut pas venir boucher les trous d'un service public en crise, d'un service public exsangue, d'un service public en difficulté. Il faut vraiment pouvoir faire en sorte que l'informateur, l'informatrice jeunesse viennent apporter quelque chose de plus et non pas boucher les trous. Donc ça, c'est le message fort de ce rapport. C'est comment faire pour ne pas faire souffrir les professionnels de l'IJ, ne pas les mettre dans un rôle de bouche-trou, parce que ce sont les seuls, ou parmi les derniers, qui ont encore un contact direct de guichet humain à humain dans une collectivité. Alors que tous les guichets se ferment, les guichets de l'État, les guichets de la préfecture, etc. Donc certains, et on le retrouve dans le rapport, hein, croulent sous les demandes d'interaction physique, sur les demandes de guichet, qui sont évidemment une partie de leur métier, mais métier qui ne peut pas se réduire à ça. Donc voilà, essayez de faire en sorte, après avoir lu ce rapport,
de mettre des garde-fous pour que l'informateur, l'informatrice jeunesse puisse vraiment apporter quelque chose en plus à la structure et non pas venir colmater les brèches dont il n'est pas responsable. Merci beaucoup, Julie Valin. Je rappelle effectivement le titre de votre enquête, l'information jeunesse au quotidien, au CERAPS, avec le soutien, vous l'avez dit, en introduction de l'INJEP. Eh bien, ben, j'invite évidemment tout le monde ici à s'en saisir, à le lire, et il sera mis en ligne sur notre site web dans les minutes qui viennent. Merci encore, Julie Valin. On vous Merci souhaite à une vous. excellente journée. Merci de vous être prêté à cet exercice de l'interview et on vous dit à très bientôt. Merci, très bonne journée.